Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous redoutent quelque peu une leçon inaugurale d'un mathématicien. Je vois des hochements de tête significatifs. Et que pour certains d'entre vous, la curiosité l'a emporté sur la prudence. Permettez-moi de vous rassurer et de vous dire que mon appréhension est au moins aussi grande que la vôtre, et qu'elle est à l'image de l'honneur qui m'échoit et du bonheur éprouvé lors de ma nomination au Collège de France. Comment, en effet, ne pas être intimidé par la longue tradition de mathématiciens que vous rappeliez à l'instant, monsieur l'administrateur, de mathématiciens d'exception du Collège de France, comme par exemple Liouville, Hadamard, Lebesgue, Leray, Mandelbrot. Plus récemment, les professeurs Jean-Pierre Serre et Jacques Titz m'ont profondément marqué par leur œuvre, bien sûr, mais aussi leur exigence, leur clarté et leur précision. Et que dire des trois autres titulaires actuels de chaire de mathématiques au Collège de France, Alain Cohn, Jean-Christophe, Fiocoz et Donzagier, si ce n'est tout simplement et en toute amitié que je les admire. Plus proche de mes centres d'intérêt, de passion devrais-je dire, Jean Leray. Jean Leray qui, dès 1933, fonde une des disciplines auxquelles je consacre ma vie de chercheur. Son œuvre a bien sûr été pour moi une source constante d'inspiration et de plus, ses encouragements et sa bienveillance m'ont souvent réconforté lorsque, comme ça nous arrive souvent à nous autres mathématiciens, je séchais lamentablement sur telle ou telle question un peu trop difficile. Je vous ai confié mes sentiments mêlés de crainte et de bonheur auxquels se rajoute l'émotion que je vous prie de pardonner, l'émotion d'évoquer mon père, Jacques-Louis Lyons, tout simplement le créateur de la prestigieuse école française de mathématiques appliquées. J'aurais tant voulu qu'il fût parmi vous en ce jour, qui est particulièrement difficile pour moi, puisque mon père était inhumé jour pour jour il y a 2 ans à Grasse. Reconnaissant dans l'assistance nombre de ses élèves, amis et collaborateurs, je tenais à vous dire qu'il vous a beaucoup aimé. Me voilà donc confronté au double écueil de parler de mathématiques à un public non spécialiste et de donner un peu de substance scientifique à cette conférence pour les experts présents, écueil que je crains de ne pouvoir éviter. Alors en tant que mathématicien français, j'aurais sans doute quelques excuses. N'attribue-t-on pas à Goethe la situation suivante? Il en est des mathématiciens comme des Français. Lorsque vous leur dites quelque chose, ils le traduisent en leur idiome et cela devient instantanément incompréhensible. Donc pour un mathématicien français, attendez-vous au pire. Une autre citation est celle d'un écrivain nationaliste russe, et je ne parviens jamais à me rappeler son nom, ça doit être très révélateur, qui disait que seuls les Français peuvent expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Alors ne pas comprendre, c'est quelque chose à laquelle j'arrive très bien. Expliquer, on verra, je ne suis pas si sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, mon intention est malgré tout de présenter quelques aspects des mathématiques appliquées, de leur utilisation et leur nécessité en me concentrant sur le triptyque. Sur le triptyque analyse, plus précisément analyse mathématique, modèle et simulation numérique. Alors, pour ce faire, je vais commencer d'une certaine manière par le résultat final, qui est l'objectif. L'objectif, c'est de réaliser des simulations numériques de systèmes évidemment complexes. Pour ce faire, donc, nous commencerons par des exemples. Ensuite, nous déroulerons le fil à l'envers et nous essaierons de comprendre ce qui intervient pour atteindre cet objectif. Ce qui interviendra, ce sera bien sûr de disposer de modèles. J'essaierai d'expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Donc des modèles basés sur des équations aux dérivées partielles, et je ne me suis autorisé que 4 ou 5 formules mathématiques dans tout l'exposé, donc rassurez-vous. Donc modèles et équations aux dérivées partielles, j'essaierai de présenter et d'expliquer un petit peu
les aspects généraux des équations aux dérivées partielles. Et je conclurai en abordant d'une part la nécessité de l'analyse mathématique de ces modèles et surtout en me concentrant sur quelques tendances et perspectives. Donc sans plus tarder, on va commencer par des exemples. Alors ces exemples, sur ces exemples, il y a beaucoup de choses à dire car les simulations numériques, comme vous le savez certainement, les simulations numériques ont envahi toutes les sciences et les technologies. Un exemple est très révélateur. C'est de prendre l'exemple de l'automobile, une voiture. Pour concevoir un modèle de voiture, il existe des simulations numériques faisant appel à peu ou prou de mathématiques. Il existe des simulations numériques sur à peu près tous les composants de la voiture. Donc on peut bien sûr citer les pneus, l'acoustique, la ventilation, le moteur, l'injection, le pot d'échappement, les suspensions, le pare-brise. J'en oublie l'acoustique, l'aérodynamique, la compatibilité électromagnétique maintenant avec les radios, les téléphones, etc. etc. Donc tous ces sujets-là interviennent effectivement dans la conception d'une voiture. À chacun de ces sujets, derrière chacun de ces sujets, il y a des simulations numériques et il y a effectivement des mathématiques. Et je voudrais, à travers donc quelques exemples, je n'essaierai certainement pas de tenter de dresser un panorama complet des simulations numériques intervenant dans le monde réel, mais plutôt prendre quelques exemples qui ne sont probablement pas les plus spectaculaires, mais qui néanmoins sont tous reliés aux tendances et perspectives que j'évoquerai à la fin. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par des simulations industrielles, et donc je vais me servir de l'ordinateur pour lancer ces simulations. Et si vous voulez, on va simplement regarder ça comme vous voulez, si vous voulez, un dessin animé. Donc on va effectivement voir, ce sont des simulations qui ont été réalisées par deux ingénieurs de EADSLV. Et donc on va voir l'initiation du décollage de la fusée Ariane 5 sur le site de Kourou. Et ce sont des calculs qui représentent plusieurs centaines d'heures de calculs numériques sur des gros ordinateurs, peu importe les détails. On voit ce qu'on appelle l'onde de souffle liée au décollage et vous voyez en zoomant, on voit effectivement la fusée commencer très légèrement à décoller. Donc vous avez le temps qui s'affiche en millisecondes, donc on est en train de parler de la première seconde du décollage, ou des premières secondes du décollage. Donc voilà un premier exemple de simulation, et ensuite on verra qu'est-ce qu'il faut pour réaliser une telle simulation. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une visualisation, et les informations ne sont pas directement percevables à l'œil, mais par contre, bien sûr, dépendent de... Voilà. On va cacher ça comme ça. Deuxième simulation, toujours réalisée par messieurs Bronner et Paulet, c'est la séparation des tâches, toujours sur Ariane 5. C'est quelque chose, autant le décollage est un moment que l'on peut encore d'une certaine manière observer, encore que vous imaginez bien qu'il est difficile de mesurer beaucoup de choses dans ce moment infernal qu'est le décollage de la fusée. Néanmoins, il est quand même possible de placer quelques capteurs de pression et d'avoir quand même quelques mesures pour savoir ce qui se passe. Là, dans un instant comme celui-ci, il est quand même très difficile de réaliser une expérience et donc la simulation numérique sert de béquille pour essayer d'analyser, comprendre, voire optimiser si le cas échéant. À nouveau, des calculs d'une très grande taille, deux corps mobiles, j'en reparlerai un tout petit peu plus tard, donc deux corps qui s'écartent l'un de l'autre. Donc voilà deux petites simulations. Je vais revenir maintenant au rétroprojecteur pour vous montrer d'autres simulations. Et on va rester toujours dans le domaine spatial, toujours EADSLV, mais maintenant on va encore monter en altitude, puisque là il s'agit d'Hermès, 93 km d'altitude, un Mach qui est de l'ordre de 20. Et on est donc à une atmosphère qui est maintenant dite raréfiée, et avec tous les problèmes absolument fondamentaux de rentrer dans l'atmosphère que l'actualité tragique de la navette, dont l'actualité tragique de la navette a bien montré toute l'importance. À nouveau, domaine extrêmement sensible de vol, comprendre la rentrée d'objets spatiaux est un enjeu technologique considérable qui pose des problèmes scientifiques
que j'évoquerai un tout petit peu plus précisément. Pour l'instant, on se contente de voir des images et des dessins animés d'une certaine manière. Premier sujet, donc l'espace. Deuxième thème d'application qui illustrera une autre tendance, d'autres perspectives dont je vous parlerai la suite. Ça correspond à un grand projet de recherche que nous avons mené avec un certain nombre de jeunes chercheurs, et je pense notamment à Claude Lebris, et beaucoup d'autres, en liaison avec Péchinet, et c'est de comprendre ce qui se passe dans une cuve d'électrolyse d'aluminium. Donc voici une coupe d'une cuve d'électrolyse d'aluminium. Donc je ne vais pas du tout essayer de détailler, je ne vais pas du tout détailler tous les aspects qui sont là. Je vais me contenter de pointer, j'espère que vous arrivez à voir ce petit point rouge, les masses noires qui sont ici, et puis la barre qui se trouve ici, ce sont des électrodes. Entre ces électrodes passent, on va faire en gros, 400 000 ampères. 400 000 ampères, quelques volts de différence, une interface entre un bain métal et l'aluminium fondu. 400 000 ampères, quelque chose dans lequel on peut très difficilement mesurer quoi que ce soit. Donc comment essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur? Et puis peut-être que pour que vous ayez quand même une représentation un peu plus physique, puisque là il s'agit d'une coupe idéalisée, une photo d'assez mauvaise qualité qui représente le centre de recherche, enfin les équipements de recherche de Péchinet à Saint-Jean-de-Maurienne, qui vous montrent cette batterie de cuves d'électrolyse d'aluminium. Et donc chacune de ces cuves, donc voici la première, la seconde, et donc la coupe, il s'agit bien de coupe transversale que je projetais dans le transparent précédent. On n'a évidemment pas d'idée des tailles de ces objets. Grosso modo, pour que vous ayez une petite idée, le bâton qui est ici représente un homme de taille moyenne. Donc ça vous donne une petite idée de la taille de ces objets. Peu importe, je dirais, la configuration physique de ces cuves dont je vous ai présenté la section, on aimerait voir ce qui se passe là-dedans, projet, simulation numérique, et on arrive à visualiser dans une coupe les écoulements du métal et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est absolument indispensable lorsque l'on veut, peu importe les détails, ce qui est absolument indispensable si l'on veut concevoir des cuves de nouvelle génération, se poser des questions, est-ce qu'il suffit de doubler le courant pour doubler le rendement ou simplement pour l'améliorer? Voici des questions qui sont très difficiles à aborder par la construction de prototypes ou trop onéreuses et les simulations numériques constituent évidemment, dans de telles circonstances, un outil privilégié de prévision. Donc pour l'instant, deux exemples, le spatial, l'électrolyse d'aluminium, on est quand même dans la très haute technologie ou l'industrie lourde, et je voudrais brutalement basculer à un secteur en apparence complètement différent, puisque je vais vous parler maintenant de toute petite technologie, je vais vous parler maintenant de traitement d'image. Et je vais vous montrer des simulations de traitement d'image. Et ensuite, on essaiera de comprendre d'où tout ceci vient. Alors pour ce faire, je vais vous présenter un petit diaporama et je voudrais signaler que vous allez voir en succession 5 photos. Les deux premières sont des corrections automatiques d'optique et de moyens photographiques bas de gamme, c'est-à-dire fondamentalement des appareils photo jetables. Et on verra que par du traitement d'image, de la modélisation, des simulations numériques et des mathématiques, on verra comment effectivement restaurer, améliorer ces images, à tel point d'ailleurs que ceci est réalisé par une jeune pousse, comme on dit, une start-up française, dans laquelle est un de mes anciens élèves, un élève commun avec Jean-Michel Morel, à savoir Frédéric Guichard. Cette petite boîte s'appelle DxO. Et je vais juste vous montrer effectivement les deux premières photos, ce que ça donne sur un appareil de photo jetable, et ça marcherait exactement pareil pour les appareils de photo qui sont maintenant intégrés dans les téléphones portables, puisque vous savez que c'est la dernière mode, c'est d'avoir même un appareil photo dans un téléphone portable. Quoi qu'il en soit, c'est ce que maintenant je vais vous présenter, et il y aura ensuite 3 photos, 3 images plus synthétiques qui sont, elles, vraiment du débruitage d'images. Donc on y va. Première image, vous allez voir sur la droite l'image initiale et vous voyez le fronton en haut qui est incurvé. Elles vont revenir, donc on va pouvoir les revoir. En haut, image très mal contrastée, et là, c'est du débruitage. Donc, 3 méthodes de débruitage et la méthode la plus performante à la fin. On va revenir, on va pouvoir
les revoir. Et ça, c'est de l'extraction de points. Donc, vous voyez le fronton complètement rectifié automatiquement. Mauvais contraste, la photo maintenant redevient claire, automatiquement. Et là, du débruitage. Première méthode, méthode traditionnelle dans l'ingénierie. Deuxième méthode, un peu meilleure. Troisième méthode, grâce à la modélisation mathématique, beaucoup plus performante. Et puis, il y a l'extraction d'un point en mouvement dans un fond bruté. Voilà ce que je voulais vous montrer sur ces photos. Je vais maintenant fermer ceci et revenir au magnétoscope. Ah, j'ai oublié de l'éteindre, excusez-moi. Et dans l'extraction de points, à nouveau, c'est une démarche qui nous a été suggérée par un industriel, c'est d'extraire dans ce bruit, et je vais peut-être un tout petit peu cacher pour que vous ne voyez pas tout de suite la réponse, vous voyez une séquence d'images. Donc ces images, je regarde l'une après l'autre. Et bien entendu, dans ce bruit, essentiellement on ne voit que du bruit, on voit néanmoins très visiblement à l'œil un carré noir qui se déplace lentement dans cette séquence. En fait, entièrement noyé dans le bruit, il y a aussi autre chose qui se déplace. Ce n'est pas le carré noir qu'il fallait repérer, et c'est en fait, désolé de la mauvaise qualité de la reproduction, mais vous voyez effectivement ce que le traitement ressort, ça c'est des effets de bord, de conditions et limites. Donc vous voyez le carré noir qui est sorti, mais vous voyez aussi ce petit point, un pixel, qui est lui aussi en train de bouger, et qui est complètement fondu dans le bruit. Mais en fait, la régularité qu'il a, ce point qui est complètement dans le bruit, c'est qu'il est animé d'un mouvement, et d'un mouvement qui, lui, est régulier. Et la modélisation, là, il ne s'agit pas d'appliquer des principes de physique, est basée sur, au fond, réfléchir aux formes qui se déplacent dans l'objet. Donc il y a de la géométrie, en fait de la géométrie affine, comme on dit, c'est la géométrie qu'on n'enseigne pratiquement plus, qui remonte à Schall, et une représentation, effectivement, par des équations dérivées partielles qui sont absolument épouvantables à écrire. Elles sont, les mots curve et accélération représentent des formules que je ne voudrais surtout pas vous imposer, qui rempliraient un transparent entier si on voulait l'écrire en détail. Et néanmoins, ces équations sont parfaitement résolubles, compréhensibles mathématiquement, et effectivement permettent de repérer un point complètement noyé dans le bruit parce qu'il est animé d'un mouvement uniforme. Pour finir, et j'arrêterai là cette petite liste d'exemples, je voudrais vous faire travailler. Mauvaise nouvelle en cette heure tardive. Je vais vous demander, c'est un test bien connu de vision, et je vais vous demander de regarder, je ne vous interrogerai pas, rassurez-vous, je vais vous demander de repérer ce qu'il y a là-dedans. Alors évidemment, en tant que mathématicien, on repère instantanément des 10 et des 5, ou des S. Avoir des tests automatiques qui permettent de différencier les 10 et les S sont assez difficiles parce que le nombre de bâtons, fondamentalement, le nombre de bâtonnets qu'il y a ici ou là est exactement le même. En fait, il suffit de prendre ce petit bâtonnet et de le retourner de l'autre côté pour avoir l'autre forme. Donc les formes, d'une certaine manière, sont assez semblables. Néanmoins, si le nombre de coins, la longueur des formes et tous les petits invariants que l'on peut, je dirais, construire comme tout bon ingénieur saurait les construire, eh bien tous ces invariants ne suffisent pas. Il faut vraiment différencier des formes. Différencier des formes, c'est ce qu'on appelle la courbure. C'est un excellent différenciateur de formes. Et effectivement, si on affiche ce qu'on appelle des courbures multi-échelles, on voit immédiatement apparaître qu'il y a des choses, des objets qui sont effectivement disposés en carré, et que donc en fait la réponse à la question « qu'est-ce que vous voyez ?», qui était une question un peu imprécise, ce n'était pas uniquement des 10 et des 5, mais c'était un carré de 10 qui est effectivement ici, carré de 10, dans cette mer de 5. Bon, la forme est encore très très simple, et j'imagine que si j'avais mis une forme un peu plus tarabiscotée, pardonnez-moi l'expression, on aurait eu vraiment du mal à la repérer. Donc voilà quelques petits exemples, et effectivement en apparence, là on est en train de parler de vision par ordinateur, de traitement d'image, toutes les expériences que je viens de vous montrer ont été réalisées au CEREMAN par l'équipe de Jean-Michel Morel avec différents jeunes collaborateurs. Et a priori, on ne voit pas, instantanément du moins, le moindre rapport entre la fusée, l'électrolyse de l'aluminium et du traitement d'image, comme je vous l'ai montré.
Donc, essayons de comprendre un tout petit peu ce qu'il y a derrière ces simulations numériques. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la première chose qu'il y a, ce sont des modèles. Effectivement, on a affaire à des systèmes assez complexes ou relativement simples comme de petites images. Et une simulation numérique, a priori, repose sur un modèle. Un modèle, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas essayer de définir un modèle, j'en serais complètement incapable. Et quand il s'agit de fuir ses responsabilités, il est toujours bien de s'abriter derrière des auteurs. Et donc, il y a un auteur italien que j'apprécie beaucoup, Italo Calvino, qui, dans un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Palomar, une sorte de philosophe amateur, un peu naïf, un peu gentil, a une courte nouvelle qui s'appelle Il modello dei modelli, le modèle des modèles. Donc, regardons la définition d'un modèle et la construction d'un modèle. Donc, d'abord sur la construction d'un modèle, construire un modèle le plus parfait, logique, géométrique possible. Deuxièmement, vérifier si le modèle s'adapte aux cas pratiques que l'on peut observer dans l'expérience. Troisièmement, apporter les corrections nécessaires pour que le modèle et la réalité coïncident. C'est parfait, il n'y a rien à dire. La construction d'un modèle était donc pour lui, c'est tellement bien dit que je me contente de le lire, était donc pour lui un miracle d'équilibre entre les principes laissés dans l'ombre et l'expérience insaisissable. Néanmoins, Italo Calvino nous met un peu en garde. Il nous dit néanmoins que si l'efficacité du modèle se mesure à son invulnérabilité et sa capacité à durer, le modèle devient une sorte de forteresse dont les murailles épaisses cachent ce qu'il y a au dehors. Pour être tout à fait honnête, en fait, Italo Calvino se posait le problème de la modélisation pour le gouvernement des hommes et finissait par conclure que, évidemment, c'était tout à fait illusoire. Donc j'ai quand même sorti de son contexte ces phrases. Quoi qu'il en soit, tout ceci ne définit pas un modèle. Fondamentalement, la manière dont je vais voir ça, c'est la traduction en équations mathématiques de principes ou de lois physiques, chimiques, biologiques éventuellement, ou de l'économie et de la finance. Si on le présente comme ceci, on aurait l'impression qu'il y a les fournisseurs de modèles, qui sont tous les autres scientifiques, et les consommateurs de modèles, qui sont les mathématiciens. La réalité est bien plus complexe lorsqu'on a affaire à des systèmes couplés, et je reviendrai là-dessus. Il y a de plus en plus l'intervention modeste et humble de mathématiciens dans des aspects de modélisation, y compris de modélisation numérique. Car à quoi sert d'écrire des équations si on ne peut pas ensuite les résoudre numériquement? Donc, quelques généralités, et vous me prierez de me pardonner, car effectivement, en tentant d'être compréhensible, je vais quand même laisser sur leur faim les experts ici présents, et j'espère arriver à être compréhensible par les non-experts. Donc, l'omniprésence des simulations numériques, j'en ai déjà parlé. Les simulations reposent sur des modèles mathématiques. Ces modèles sont le plus souvent des équations aux dérivées partielles non linéaires. Là, il y a un gros mot qui apparaît. Donc, équation aux dérivées partielles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de relations liant les dérivées d'une fonction. Alors, ne vous faites pas trop de soucis, si vos souvenirs sur les fonctions et sur les dérivées sont un peu anciens, ce n'est pas grave. Donc, ce sont des équations dans lesquelles apparaissent tout un tas d'objets mathématiques qui, normalement, s'apprenaient ou s'apprennent, je ne suis pas tout à fait sûr, au lycée. Donc, ce ne sont quand même pas des notions extraordinairement complexes. Effectivement, il s'agit de notions mathématiques élémentaires, mais néanmoins, l'évolution historique de ces notions porte à être un petit peu prudent sur le fait qu'on dise que ces notions sont élémentaires. En effet, donc Leibniz, qui introduit les bonnes notations de calcul différentiel, Newton en une moindre mesure, introduisent les bases du calcul différentiel, qui ensuite trouvent vraiment, je dirais, ces définitions centrales, ces notions centrales au cours du XIXe siècle. Pourtant, en marge ou en parallèle de la création et de la fondation de calcul différentiel, on se rend compte que l'étude des équations aux dérivées partielles, de ces fameuses équations, j'en montrerai quand même une ou deux, l'étude de ces équations a suscité des controverses terribles. Sur l'équation des ondes en dimension 1, autour de d'Alembert, sur l'équation de la chaleur et les séries de Fourier, puisque Fourier non seulement a introduit le modèle de l'équation de la chaleur, de la propagation de la chaleur dans les corps, mais également propose une méthode de résolution par ce qu'on appelle des séries, ce qui est maintenant, je dirais, à la base à la fois de l'analyse harmonique et des méthodes spectrales en ce qu'on appelle CFD, Computational Fluid Dynamics, donc dans les calculs numériques.
controverse terrible sur savoir ces objets, ces séries, mais en quel sens ça vérifie l'équation? On a une équation, on a un objet, mais est-ce que tout ceci a un sens? Des erreurs également célèbres sur les ondes de choc dont je reparlerai. Le grand Riemann se plante, pardonnez-moi l'expression, totalement et se trompe sur la vitesse des chocs. Cette erreur sera corrigée par la suite par Rankine et Hugoniot. Et on s'aperçoit que cette étude des équations dérivées partielles, donc de modèles concrets de problèmes réels, de modèles de problèmes concrets, nécessite l'introduction d'autres notations. Sobolev pour l'étude de l'élasticité et Leray pour son travail sur la mécanique des fluides en 1933 se servent d'espaces de fonctions bizarres qu'on appelle les espaces de Sobolev. Laurent Schwartz introduit la théorie des distributions pour manipuler des objets au sein des équations dérivées partielles, en particulier. Donc, on se rend compte qu'effectivement, si ces notions sont élémentaires, pourtant, quand on s'intéresse aux équations dérivées partielles, ces notions élémentaires, bien connues en mathématiques, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, gardons cela en tête. Pour être un peu plus concret, parce que sinon on est vraiment dans les généralités, l'exemple de la mécanique des fluides et dynamique des gaz. Donc, l'histoire commence avec Euler en 1755, qui écrit des équations que je ne commenterai pas, donc vous pouvez les contempler si vous n'avez aucune idée des objets mathématiques qui sont derrière, mais peu importe. Il introduit ce qu'on appelle les équations d'Euler maintenant pour les fluides. Là, c'est dans le cadre incompressible. Et il n'est pas inintéressant de se souvenir pourquoi Euler étudie ce problème. C'est qu'on lui avait commandé une fontaine. Effectivement, les problèmes d'hydraulique, l'ancêtre de la mécanique des fluides, étaient les problèmes de haute technologie de l'époque, bien entendu, et des grands mathématiciens, mécaniciens, physiciens se sont illustrés sur l'art de l'hydraulique, je pense à Darcy notamment, et Euler donc également. Donc Euler, néanmoins, est quand même un théoricien, parce que quand on lui demande de concevoir une fontaine, il écrit les équations fondamentales de la mécanique des fluides. Et d'ailleurs conclut superbement que voilà les équations, du point de vue mécanique et physique, l'histoire est réglée, il subsiste une légère difficulté analytique. Alors cette légère difficulté analytique, en 3 dimensions, nous sommes loin de comprendre les équations d'Euler tridimensionnelles en 2003. Et je ne suis pas très optimiste pour l'an prochain. Donc, la légère difficulté analytique, bon, enfin c'était Euler, donc peut-être que pour lui, elle était légère. Donc, néanmoins, il s'était quand même également trompé, je pense, sur la première affirmation, parce que D'Alembert observe qu'avec la théorie d'Euler, eh bien, on peut démontrer un théorème, donc c'est l'analyse mathématique du modèle, on peut démontrer un théorème qu'il appelle un paradoxe, selon lequel les oiseaux ne peuvent pas voler. Alors c'est quand même un peu gênant. Donc la réponse est qu'effectivement il manquait de la substance à l'air, si vous me permettez, il manquait l'effet de friction, il manquait l'effet de viscosité. Effet de viscosité qui sera introduit par Navier et étudié par Stokes en repensant fondamentalement à la mécanique newtonienne, c'est pour ça qu'on parle des fluides newtoniens dans ce cas-là. Et je ne résiste pas parce que le pauvre Navier a tellement été maltraité par l'histoire, car il est aussi, le pauvre Navier, responsable du premier pont suspendu en France, le pont des Invalides, qui s'est effondré malgré ses calculs. Donc, attention aux simulations, hein, ça ne prive pas de faire un peu d'expérience. Donc, attention aux simulations aveugles, mais je pense que Navier, pour ses contributions à l'élasticité et à la mécanique des fluides, méritait un meilleur sort que ça, qu'autrement d'être tourné en dérision par Balzac dans le Curé de Campagne, hein, qui se moque de cet ingénieur qu'on a décoré la Légion d'honneur pour un pont qui s'est effondré. Donc, l'histoire continue avec les gaz raréfiés et Boltzmann. 1872, s'appuyant sur les épaules du géant Maxwell 1866 pour l'étude des écoulements raréfiés. Et je vous ai montré un écoulement raréfié tout à l'heure avec la navette Hermès. Donc, les deux premières vidéos, les deux premiers clips étaient de la mécanique des fluides du Navier-Stokes, un peu plus compliqué. Boltzmann, c'était pour la navette. L'histoire continue, elle est loin d'être finie, à partir de ces briques pour modéliser des fluides ou des situations faisant intervenir des fluides de plus en plus complexes. Hier, je préside une séance à EDF sur le printemps de la recherche où Roland Koenig est venu nous exposer
derniers développements de la modélisation de fluides viscoélastiques, comme d'ailleurs tous les fluides biologiques. Les applications, grâce aux simulations numériques, se multiplient: aérodynamique, météorologie, géophysique, écoulement sanguin, flotte polymère, effets spéciaux. La mer dans le film hollywoodien Titanic est une mer numérique. Le trafic routier, également analogie avec la mécanique des fluides. Donc voilà quelques notions, un petit aperçu de la mécanique des fluides ou des équations de la mécanique des fluides. Et je voudrais faire quelques observations. Pourquoi rencontre donc tant d'équations aux dérivées partielles lorsqu'on s'attache à représenter différents aspects de la réalité scientifique ou technologique? C'est parce que fondamentalement, les équations dérivées partielles fournissent une description moyenne du comportement d'un grand nombre de particules, avec beaucoup de guillemets, parce que les particules peuvent représenter aussi bien des petites poches de fluide que des électrons, que des ions, que des rochers dans des anneaux planétaires, voire des étoiles dans des galaxies. Cela peut représenter aussi les pixels dans le traitement d'images qui interagissent ou que l'on veut faire interagir pour aboutir à un résultat qui est par exemple le débruitage. Donc là, le but du jeu, ce n'est pas de dire on prend un modèle dans la physique et on regarde ce qu'on fait. On se dit voilà ce qu'on voudrait faire sur l'image, enlever le bruit, extraire un mouvement et on crée le modèle pour obtenir le résultat voulu. Et donc on crée une interaction entre les pixels, entre les petits bouts d'image, pardon pour le jargon technique en ce qui concerne les pixels d'une image numérique. Donc c'est simplement des tout petits carrés d'informations dans l'image. La finance ou l'étude du trafic routier, les particules sont les voitures en interaction. La finance, pourquoi y a-t-il des équations dérivées partielles dans la finance? C'est une question que peut-être un certain nombre d'entre vous sont donnés. Une réponse est simplement de dire que lorsque effectivement vous avez affaire à des marchés dans lesquels il y a énormément d'intervenants, ce sont eux les particules qui interagissent, et l'interaction c'est le trading. Et effectivement, à partir du moment où il y a un grand nombre et qu'il y a beaucoup de mouvements, et d'ailleurs ce n'est pas tout à fait un hasard si les ingénieurs financiers parlent de liquidité ou de produits liquides pour des produits que l'on échange beaucoup. Donc ils voient bien eux-mêmes l'analogie avec les fluides. Donc effectivement, voilà, quand on s'intéresse à un grand nombre de particules en interaction, qu'on s'intéresse à des comportements moyens, qui peuvent être des moyennes locales, mais peu importe, eh bien, on est assez naturellement conduit à des équations dérivées partielles. Deuxième observation générale, c'est que les modèles sont le plus souvent non linéaires. Alors, la non-linéarité est partout présente. Un exemple tout à fait imbécile, pardonnez-moi l'expression, c'est de faire réchauffer quelque chose au micro-ondes. Vous prenez 500 grammes, peu importe ce que c'est. Et vous devez, pour le faire réchauffer, vous devez le faire réchauffer, disons, 5 minutes. Maintenant, vous prenez 1 kg de la même quantité. Eh bien, je pense que vous savez tous, ou vous pourrez expérimenter, et vous verrez que ce n'est pas 10 minutes qu'il faut. Je vous laisse expérimenter. Et vous me direz si c'est plus ou moins celui que vous aurez brûlé ou que vous mangerez cru. La non-linéarité, fondamentalement, pour redevenir sérieux, la non-linéarité, fondamentalement, signifie simplement qu'une simple addition de causes n'induit pas une simple addition d'effets. Et les non-linéarités, la raison de la présence, de l'omniprésence des non-linéarités sont multiples. Elles viennent d'une part de principes fondamentaux ou d'invariance, c'est je dirais pratiquement toute l'histoire de la physique, symétrie, invariance surtout, de lois constitutives, de lois de comportement, je pense par exemple à la mécanique, mais également d'effets de moyenne, voire ce qu'on appelle des théories de champ moyen, et là je pense aussi bien aux équations d'Hartree-Fock de la physique quantique que des équations des modèles cinétiques comme Boltzmann, qui est une théorie de champ moyen. Donc effet de moyenne. Une notion absolument cruciale, c'est la notion d'échelle. C'est qu'un modèle n'a de sens qu'à une certaine échelle. À nouveau, un exemple pour être concret, si on s'intéresse à comprendre ce qui se passe au niveau de la température de cette salle, eh bien, il est clair qu'on ne va pas forcément, et en tout cas on l'évitera le plus possible, s'intéresser au mouvement des électrons, des molécules qui sont dans l'air. Donc on ne va pas descendre à l'échelle atomique, on va rester à l'échelle du centimètre, du millimètre, suivant les tourbillons locaux que l'on aura ici. Donc, cette notion d'échelle, un modèle n'a de sens qu'à une certaine échelle.
Le traitement d'image là-dedans. Oh oui, la notion d'échelle, c'est évident. Quand vous avez une image qui est pas très bonne, qu'est-ce que vous faites? Ou un tableau, vous reculez, vous changez l'échelle. Donc l'idée qu'effectivement les notions d'échelle puissent apparaître dans le traitement d'image pour préciser, mieux voir les structures, c'est une évidence. C'était évident a priori. Néanmoins, il a fallu quand même évidemment quelques années avant qu'on le comprenne. Dès qu'on a une notion d'échelle, on a des questions fondamentales de cohérence entre les échelles, voire du couplage d'une échelle à l'autre. C'est ce qui se passe à une échelle fine, comment cela influe sur une autre échelle. Ce sont des questions fondamentales qui irriguent la plupart des domaines scientifiques actuels. Donc ce phénomène de passage d'une échelle à l'autre, alors dans les bons cas, on peut simplement étudier à une échelle fine, on a déduit des informations que l'on peut remonter à l'échelle un peu plus élevée. Dans des cas plus complexes, on ne peut pas faire cette séparation ou cette séquence de modélisation. À nouveau, un exemple, parce que sinon tout ceci reste vraiment trop général. Eh bien, un exemple, c'est la rentrée atmosphérique, les gaz raréfiés qui deviennent un gaz classique, on rentre dans l'atmosphère. La rentrée atmosphérique, c'est un passage d'une échelle à l'autre. Et ça, en fait, derrière ce tableau barbare, c'est une sorte de programme de Hilbert généralisé, puisque Hilbert voulait se servir des équations de Navier-Stokes pour résoudre les équations de Boltzmann. Cela d'ailleurs a conduit à de nombreux développements par Chapman et Skog au XXe siècle. Derrière toutes ces flèches se cachent des nombres physiques, le nombre de Reynolds par exemple, le nombre de Mach par exemple. Et derrière toutes ces flèches, passage d'une échelle à l'autre, un nombre physique adimensionnel qui tend vers 0 ou vers l'infini, se cachent des problèmes scientifiques redoutables et donc des problèmes mathématiques redoutables de cohérence de ces modèles. Un seul exemple, c'est l'exemple qui consiste à passer de Navier-Stokes à Euler. Derrière cette simple flèche se cache le problème de la turbulence, qui est un problème qui est encore fort mal compris. Donc, ce programme-là est un programme dont je n'espère pas voir l'accomplissement de mon vivant, malheureusement. Néanmoins, des progrès considérables sont réalisés par les mathématiciens, et je voudrais signaler qu'effectivement, la jeune garde française, et je pense en particulier à Laure Saint-Raymond, a fait faire vraiment des progrès considérables dans la compréhension de Boltzmann à Navier-Stokes, ce qui, après tout, est fondamentalement le problème de la rentrée atmosphérique, et à nouveau, pour qu'on soit bien concret, voici un transparent fourni par Aérospatial, qui maintenant s'appelle le ADS-LV, dans lequel on voit, en fonction du nombre de Mach et de l'altitude, grosso modo, tous les points de vol. Alors je vais simplement contenter de montrer quelques exemples là-dedans. Un avion civil, c'est cette petite zone d'étude. Donc vous voyez dans le passage spatial toute la zone qu'il faut commencer à étudier. Ariane 5, la zone est là. Des capsules, bon, enfin peu importe les noms ésotériques qui sont ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc beaucoup plus d'altitude, beaucoup plus de nombre de Mach. Qu'est-ce que ça entraîne du point de vue des modèles? Eh bien, du point de vue des modèles, on peut superposer, pardon, excusez-moi. Vais-je y arriver? Oui. On peut superposer à ce modèle l'ensemble des phénomènes physiques. Je ne vais pas me contenter je ne vais pas certainement expliquer tout ceci. Vous voyez les formations de plasma, des effets de gaz réels, des effets de gaz raréfiés et des effets de Reynolds. Et fondamentalement, vous voyez qu'à haute altitude, on est en gaz raréfié et que le problème de la rentrée, c'est quand on commence à passer des gaz raréfiés au gaz réel. Ce problème de la rentrée est fondamentalement loin d'être complètement maîtrisé, ni du point de vue mathématique, ni du point de vue des simulations numériques, ni même du point de vue de la technologie. Le dimensionnement des tuiles pour protéger la navette spatiale le prouve bien. Ou le surdimensionnement, et avec d'ailleurs des résultats, les retours d'expérience sont contradictoires d'un vol à l'autre. Une autre notion générale, c'est, et je résumerai tout ceci, tout ce flot, c'est que dès qu'on s'attache à étudier des systèmes complexes, on voit non seulement un phénomène physique, mais des phénomènes de physique différentes. Et on voit des couplages de modèles. Donc des exemples, aéroacoustique, aéroélasticité, les échanges entre l'océan et l'atmosphère qui sont absolument fondamentaux pour la météorologie et la climatologie. Les flots sanguins qui, après tout, ont des parois élastiques, et fort heureusement que les parois sont élastiques, sinon on pourrait avoir des phénomènes de turbulence qui seraient dramatiques. La magnéto-hydrodynamique, couplage de modèles, c'est la cuve d'électrolyse d'aluminium, des fluides, de l'électromagnétisme.
couplage et interaction laser-plasma. On pourrait multiplier les exemples. En résumé, les EDP non linéaires permettent de décrire de multiples situations concrètes à une certaine échelle en étudiant le comportement moyen d'un grand nombre de particules. Et toujours cette petite prudence, c'est que si les notions mathématiques utilisées a priori semblent élémentaires, enfin, ne serait-ce que le point de vue historique montre que peut-être la notion même de solution mérite qu'on s'y arrête à quelques instants. Et les maths dans tout ça, parce que jusqu'à présent, il n'est pas clair que tout ce que je vous ai raconté ait le moindre rapport avec des mathématiques. On peut comprendre que des mathématiciens puissent s'y intéresser, mais il n'est pas tout à fait clair qu'il y ait nécessité de mathématiques. Alors, déjà, il y a l'exemple de d'Alembert et de Euler. D'Alembert fait une analyse mathématique du modèle d'Euler. Et ça, c'est un exemple typique du fait qu'une analyse mathématique, une étude mathématique des équations permet parfois de valider ou d'invalider des modèles et aussi les simulations associées. Également, les progrès vont de concert entre simulations, et ça c'est tout à fait clair du point de vue historique, que ce soit sur les lois de conservation et Boltzmann. Mais tout ceci, ce sont des constatations, ce n'est pas une preuve. Alors je vais vous donner une preuve, et là je vais avoir besoin d'un minimum de formules mathématiques, mais je vais tout de suite vous montrer des images, donc soyez patients. Un exemple très simple, qui est un exemple de propagation unidimensionnelle à vitesse constante. Donc vous avez quelque chose qui bouge en dimension 1 sur une droite, et vous le faites bouger, une forme que vous faites bouger à vitesse constante, ici 1. Mathématiquement, ceci se traduit par une équation linéaire de transport, du sur dt égale du sur dx, peu importe les détails. On sait tout de cette équation puisque les solutions sont explicites, elles sont données explicitement par le profil initial, c'est mon U0, que l'on translate à vitesse constante, c'est le U0 de x plus t. Néanmoins, même si on connaît tout, livrons-nous à l'expérience qui consiste à dire faisons une simulation numérique de cette équation et regardons ce que l'on obtient. Qu'est-ce que ça veut dire une simulation numérique? Et puis par ce petit exemple, j'illustrerai la démarche de discrétisation et de résolution. Une simulation numérique, a priori, fait appel à des fonctions qui sont définies sur un domaine qui est continu, c'est-à-dire un nombre infini de degrés de liberté. Les ordinateurs même les plus puissants ne savent pas gérer l'infini. Il faut lui fournir un nombre fini de paramètres à calculer. Donc on discrétise, c'est-à-dire qu'on va échantillonner l'espace suivant un pas d'espace, delta x, on va échantillonner le temps suivant un pas de temps, delta t, et au lieu d'essayer de trouver la solution partout, on va se contenter de regarder la solution ou de trouver une approximation en ces multiples du pas de discrétisation et du pas d'espace. Très bien. Comment les déterminer? Eh bien, on essaie, à travers la discrétisation de l'équation maintenant, on essaie de coller au mieux l'équation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée? Alors, rassurez-vous, il n'y aura pas de définition, rappel d'une dérivée est donnée par la limite. Non. Une dérivée, c'est pratiquement un taux de variation. Quand vous faites bouger un point, la dérivée, c'est la vitesse. Donc, une dérivée, c'est un taux de variation infinitésimal, et là, on a un pas de discrétisation, on va remplacer la dérivée par le taux de variation basé sur ces pas de discrétisation. Donc, la dérivée en temps, les n, c'est le pas de temps, donc on incrémente d'un le compteur des temps, et on ne bouge pas en espace. Donc ça approche la dérivée par rapport au temps. On veut que ce soit la dérivée par rapport à x. Donc la dérivée par rapport à x, on va incrémenter de plus ou moins 1 le compteur des discrétisations en x. Donc k moins k moins 1, ou d'ailleurs k plus 1 moins k, j'ai le choix. Et puis si j'aime bien la symétrie, je dis je fais un demi-pas à gauche, moins un demi-pas à droite. C'est également un troisième choix possible. Trois choix qui paraissent absolument indifférents. Entre le premier et le deuxième, on a vraiment envie de dire que seuls des mathématiciens vont voir la différence en dire k plus 1, k moins 1, k. Ça paraît un jeu de mathématiciens. Écoutez, c'est peut-être pas si simple que ça, puisque on va se livrer, après on fait tourner sur machine, l'ordinateur y est, et on commence par la symétrie. Après tout, on aime bien la symétrie. Donc je prends un plan incliné coupé, et ce plan incliné coupé, il est censé se partir comme ceci, à vitesse constante sur la gauche. Eh bien ça, c'est la simulation numérique lorsqu'on prend le demi-pas à droite et le demi-pas à gauche. Ça n'a rien à voir avec la solution. Ça ne marche pas du tout. Premier exemple. Donc ça ne marche pas du tout. Deuxième exemple. On prend des différences finies ici qui se trouvent à gauche, c'est encore pire. La solution numérique, c'est n'importe quoi. Et puis on prend finalement à droite. Alors, excusez-moi, c'est le sens du vent, là, il n'y a aucune allusion politique.
Donc, on prend les différences à droite, et là, c'est parfait. Alors, quand on voit ça, que changer un K plus 1 en K moins 1, ça change tout, on se dit, il y a quand même quelque chose à comprendre. Alors, évidemment, maintenant, ça relève d'un cours de maîtrise ou d'un bon cours de mathématiques appliquées pour comprendre ce qui se passe. Et effectivement, à partir du moment où il y a des choses qui se déplacent le long du vent, il faut aller dans la discrétisation, chercher là où il y a de l'information. Donc, après, on peut réfléchir et comprendre. Et puis, surtout, on peut faire une analyse mathématique qui éclaire complètement ces questions-là. Donc, je regardais la montre pour voir si j'ai le plaisir de vous montrer une autre expérience basée sur un code du commerce. Ça correspond... Qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous l'expliquer. On va prendre une petite expérience. Il aurait fallu que je boive un peu d'eau dans cette bouteille, donc vous imaginerez que je l'ai un peu vidée. Et effectivement, il y a de l'eau et de l'air. Je ferme la bouteille, il y a de l'eau et de l'air. J'incline un tout petit peu la bouteille. L'eau va se mettre un peu en mouvement et très rapidement va se stabiliser. On aura une interface entre l'eau et l'air qui sera plate. Je pense que je n'ai pas besoin de réaliser l'expérience pour vous convaincre. On prend ce petit problème et on fait tourner un code de mécanique des fluides du commerce. Je ne citerai pas le nom par égard. Il y a quelques années, depuis ils ont corrigé leur bug. On en avait besoin à cause on en avait besoin pour l'électrolyse de l'aluminium. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de ça, parce que fondamentalement, il y a une force qui agit, c'est la gravitation. C'est ça qui fait la stabilisation. Le fluide le plus lourd, l'eau, se stabilise avec une interface plane. Eh bien, on fait tourner un code du commerce et puis on voit apparaître des vitesses. Donc l'eau ne se stabilise jamais et il y a des tourbillons qui restent dans la bouteille pour toujours. Donc ça ne va pas du tout. Et ce qui ne va pas du tout, c'est la prise en compte des forces. Et comme dans l'électrolyse d'aluminium, ce sont des forces électromagnétiques qui viennent d'un autre système d'équations, si déjà on n'arrive pas à gérer le problème de la gravitation, on est quand même mal parti pour faire des simulations. Donc voilà tout de suite quelques exemples qui montrent l'utilité, ou voire la nécessité de faire de l'analyse mathématique là-dessus, et donc le danger de simulation aveugle, sans analyse, a priori, a posteriori, sans un bon sens physique, etc. etc. Et d'autant plus que les applications sont de plus en plus complexes avec des couplages. Mais l'analyse mathématique peut être redoutablement difficile. L'analyse peut effectivement être très difficile. L'exemple, c'est Navier-Stokes incompressible en 3 dimensions, la petite équation que je vous ai montrée. En 1933, Jean Leray prouve l'existence d'une solution d'énergie finie et la formation éventuelle d'une singularité est un des 7 prix clés qui ont été annoncés dans ce même amphithéâtre, je crois, il y a 2 ans. C'est un des 7 prix qui serait attribué en cas de résolution de ce qui est considéré comme certains des problèmes les plus difficiles ou importants en mathématiques. Donc voilà un petit exemple, et donc voici les problèmes auxquels on doit également se confronter. Pour conclure la partie scientifique, et j'aurai 2 minutes de conclusion personnelle, quelques tendances et perspectives. Donc les tendances en analyse, et je parlerai de tendances en modélisation après, c'est d'une part qu'il est bien entendu indispensable de découvrir des notions et des outils qui font appel à des branches très variées des mathématiques, mais surtout ces 2 tendances plus précises que je voudrais évoquer. Ce sont les notions de solutions et l'analyse de familles de solutions. Alors, pourquoi se poser la question de notion de solution? À nouveau, l'exemple historique, les exemples historiques prouvent que ce n'est peut-être pas une voie à négliger. C'est souvent délicat à cause du manque d'information. Alors, information au sens mathématique, cela veut dire ce qu'on appelle dans notre jargon des estimations a priori. Et pour des problèmes que je qualifierais de concrets, ces estimations a priori, qui le plus souvent reflètent des invariances du problème, sont en nombre très limité. Il en va tout à fait autrement dans d'autres domaines de la physique. Quand je pense à la physique subatomique, là, au contraire, elle est d'une certaine manière gouvernée par de plus en plus d'invariances et de plus en plus de symétrie. Et c'est d'ailleurs pour cela que je pense que ces équations-là relèvent beaucoup plus d'autres disciplines mathématiques que de l'analyse. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on s'intéresse effectivement à des équations comme la mécanique des fluides, par exemple, ou d'autres équations du même type, eh bien, il y a peu d'informations parce qu'il y a finalement assez peu d'invariance. C'est l'invariance par translation en temps qui donne le principe d'énergie, c'est l'invariance par rotation et l'invariance galiléenne, et c'est absolument tout ce que l'on a. Et donc, très peu d'informations analytiques. De plus, tout ceci est compliqué
par la présence de chocs, de discontinuité, de singularité, d'instabilité. Et un exemple, c'est l'équation de Burgers. À nouveau, c'est la même équation de transport que tout à l'heure. À ceci près qu'au lieu d'avoir une vitesse 1, vous avez une vitesse U qui est la solution que vous cherchez. Et on va tout de suite comprendre, je vais reprendre mon plan incliné, donc plutôt que de vous montrer une visualisation d'un choc, à nouveau je vais vous faire travailler, je vais vous faire comprendre ce qui se passe lorsqu'on passe en linéaire, pourquoi il y a des ondes, enfin je vais essayer. Donc pourquoi il y a des ondes de choc. Donc là, tout bouge à vitesse constante 1. Maintenant, pensez que le 0, il bouge à la vitesse U, c'est-à-dire 0, il ne bouge pas. Mais le 1, lui, il bouge à vitesse 1. Qu'est-ce qui se passe? Bien, si le 1 bouge à vitesse 1, très rapidement, le 1 il va se retrouver à la verticale du 0. Il va même dépasser, ça va s'écrouler. C'est le choc, c'est la discontinuité qui apparaît. Donc, la non-linéarité crée le choc, et voilà comment, avec un petit dessin, on peut comprendre les ondes de choc. Et ensuite, on a besoin de comprendre l'évolution ultérieure de cette onde de choc, parce que si on pense à un gaz réel, il ne s'agit pas d'exister sous prétexte que mathématiquement, on prouve qu'il y a une singularité qui apparaît en temps fini. Donc, ceci évidemment complique sérieusement, puisqu'on ne peut plus dériver si on a des choses comme ceci, donc dans notre jargon mathématique. Donc, des chocs, des discontinuités, des singularités, des instabilités. Donc, tout ceci complique sérieusement l'affaire. Le principe général, comme toujours, c'est de renverser la démarche naturelle dans une démarche mathématique, c'est-à-dire de lister les propriétés que l'on s'attend à être vérifiées par les solutions, et le plus souvent ce sont des propriétés qui ont un sens physique, voire économique, transformer ces propriétés entendues en notions de solution. Donc on prend à revers, et si on analyse ce qui a été fait par Sobolev et Leray, c'est définir des notions de solution d'énergie finie. C'est l'énergie, l'espace de Sobolev. Les distributions, c'est dire que, grosso modo, on a une conservation locale. On ne s'intéresse pas à une équation en elle-même, mais on va regarder le flux, on va faire un bilan sur une région. Et cela continue avec les solutions anthropiques et plus récemment des domaines que j'ai abordés avec beaucoup de collaborateurs, les formations cinétiques, les solutions de viscosité, les solutions renormalisées. Donc, la notion même de solution est quelque chose qui continue à être une question que je pense être pertinente. L'analyse de famille de solutions est la deuxième tendance que je voudrais vous signaler parce que c'est un changement de point de vue qui a priori paraît anodin. Au lieu de s'intéresser coûte que coûte à une solution, s'intéresser à une famille de solutions, à un ensemble de solutions pour presque emprunter un peu de langage de la physique statistique. Donc cela permet bien sûr de construire des solutions, mais d'analyser la stabilité, d'identifier les blocs structurants des modèles. Cela permet de valider les simulations numériques, parce qu'effectivement, une simulation numérique, c'est une solution numérique pour un pas de temps, il y a un paramètre. Donc on n'a pas une solution, il y a autant de solutions qu'il y a de paramètres de discrétisation. On a naturellement des familles de solutions. Analyser les problèmes asymptotiques, oui, les problèmes asymptotiques, c'est passages d'une échelle à l'autre sont liés à des nombres de Reynolds, etc., qui tendent vers l'infini ou qui tendent vers zéro, nombre de Mach qui tend vers zéro, etc. Donc, je conçois que ceci ne soit pas lumineux pour les non-professionnels, mais ce changement de point de vue qui consiste à dire qu'on s'intéresse à nouveau à un comportement collectif. Dernier transparent scientifique, c'est des tendances en modélisation, et là je veux réellement insister là-dessus. Des modèles couplés, que ce soit des couplages physiques, exemple, électrolyse de l'aluminium, des couplages numérique, exemple, ce que vous avez vu sur le petit film de séparation d'étages, ou les deux premiers petits films, des couplages d'échelle. Traitement d'image est un exemple de couplage d'échelle. Ce qui existe à une certaine échelle a quand même une importance pour l'échelle suivante. Couplage d'échelle. Et première tendance extrêmement forte dans la modélisation actuelle. Deuxième tendance importante, des EDP non linéaires avec des termes stochastiques ou statistiques pour des phénomènes complexes, instables ou couplant des échelles très différentes. Donc ça, c'est un point que je partage. J'ai commencé à prêcher ça il y a déjà une bonne dizaine d'années. Maintenant, je pense que c'est de plus en plus accepté. Il y a des limites à toujours trouver des lois parfaites, des lois qui donnent tout le comportement prévisible. Il y a des limites à cela. On est face à des situations extrêmement complexes où on est bien obligé de se contenter d'une approche peut-être un peu plus modeste, mais une approche plus statistique, par exemple au sens de la physique statistique ou stochastique.
C'est pour ça que je ferai mon petit bout de cours cette année sur l'homogénéisation stochastique. Les exemples abondent de transport turbulent, milieu poreux, polymères, matériaux, évaluation de réseau. Et je suis absolument convaincu que du point de vue des applications à la biologie, mais là je parle sous le contrôle des vrais experts, cela devrait être de ce côté-là, que si des EDP apparaissent, ça devrait être comme ça qu'elles apparaissent. Il me reste maintenant à conclure avec quelques petites remarques personnelles au terme de ce bref parcours au sein des mathématiques appliquées. J'espère vous avoir donné un petit aperçu, tout petit, bref aperçu des enjeux et des défis auxquels notre communauté est confrontée. En tout cas, je pense avoir témoigné de l'enthousiasme et de la passion que j'ai pour ces sujets. J'aimerais bien sûr conclure, comme c'est la tradition et que je respecte avec grand plaisir, conclure par quelques remarques personnelles. Vous l'avez rappelé, monsieur l'administrateur, élève à l'École normale supérieure, j'ai eu la grande chance d'avoir l'autorisation de réaliser un double cursus à l'Université Pierre et Marie Curie, puisqu'en première année, je faisais une maîtrise de maths et une maîtrise d'informatique. En deuxième année, je faisais le DEA de probabilité et je suivais les cours du DEA d'analyse numérique. Et après, j'ai fait une thèse de laboratoire d'analyse numérique qui est devenue récemment le laboratoire Jacques Lugans. Mes maîtres ont donc été très nombreux et ceux qui m'ont influencé le sont encore plus. Bien entendu, que cela soit mon directeur de thèse, Raïm Brésis, ou d'autres grands noms des mathématiques appliquées et probabilités, comme Alain Bensoussan, Philippe Ciarlet, Ivar Eklund, Roland Glowinski, Paul Maliavin, Yves Meyer, Jacques Neveu, Pierre-Arnaud Raviard, Luc Tartare, Roger Temam ou Raghu Varadan. Et j'espère ne pas en avoir oublié, mais j'en ai certainement oublié. Grâce à eux, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir bénéficier des compétences présentes dans des institutions, dans des centres de recherche, dans des institutions tout à fait remarquables, l'ENS, l'Université Pierre-Marie Curie et le CNRS, l'École Polytechnique, mais aussi le CEA, mais aussi l'INRIA, et bien sûr l'Université Paris-Dauphine, chère à mon cœur, où j'ai été nommé professeur à 25 ans, et pu ainsi participer à la belle aventure du CEREMAD. Le Collège de France a aussi joué un rôle très important dans ma formation à travers le séminaire de mathématiques appliquées, séminaire traditionnel du vendredi après-midi et dont j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la renaissance à partir du mois d'octobre prochain. Formé par des maîtres, je l'ai également été par de très nombreux collaborateurs, environ 80, je ne vais pas essayer de les compter, disséminés dans une trentaine de pays. Je ne puis bien sûr tous les citer. 3 d'entre eux, néanmoins, ont joué un rôle vraiment particulier. Et je pense à Mike Crandall à l'Université de Santa Barbara, Ron DiPerna, décédé prématurément alors qu'il était professeur à Berkeley, et Takis Souganidis de l'Université d'Austin. Mais mes collaborateurs n'ont pas tous été des mathématiciens, fort heureusement. À ces collaborations purement mathématiques, je tiens à ajouter celles nouées avec des scientifiques de différentes disciplines, qui ont eu la générosité, et je dirais surtout la patience, de m'initier à leur art. Je pense à M. Dautré et Daniel Goni et beaucoup d'autres pour la physique. Et je pense plus récemment à Jean-Michel Lasserie, Marek Musiela pour l'économie et la finance. Il me faudrait de plus citer les nombreux ingénieurs et dirigeants de sociétés qui m'ont si souvent fait confiance pour mener à bien, en tout cas j'espère, des projets industriels, d'ambitieux projets scientifiques et technologiques, comme par exemple Jean-Paul Bougeot, qui, pour le compte du CEA, me confiait le projet d'optimisation thermique d'une ultracentrifugeuse alors que je n'avais pas encore 23 ans. Et je voudrais surtout également évoquer la mémoire de Pierre Faure, dont les conseils me furent toujours extrêmement précieux et qui n'avait pas d'égal pour aller à l'essentiel et de plus y aller instantanément. Formé par des maîtres, par des collaborateurs, j'ai été tout autant, voire même plus, par des élèves exceptionnels. Comme n'importe quel père, je suis très fier d'eux et de leur réussite. Je suis également heureux de voir l'éclosion du talent de leurs élèves et des élèves de ces derniers. Tout ça, ça fait de moi un arrière-grand-père comblé par sa progéniture. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mes chers amis, mesdames, messieurs, je tiens finalement à vous remercier de votre patience. Merci beaucoup.